plus anciens en âge, on a fait, mais c'est au Mali, au peuple malien, au martyr malien, à la citoyenneté malienne qui s'est fabuleusement exprimée lors de l'élection présidentielle et qui est encore en train de le faire ces jours-ci, que ce pays méritait une reconnaissance internationale renouvelée, un geste fort. Pourquoi il a été confié au Mali le redoutable privilège et honneur d'organiser le prochain sommet. Je le dis tout de suite, il n'y a pas de fanfaronnade, il n'y a pas à se battre la poitrine, il faut bander les muscles. Il faut relever le défi. Chez nous, on dit que si l'enfant s'amuse à remplir sa bouche de farine, il doit avoir l'assurance de pouvoir l'humecter. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que tous les Maliens, toutes les Maliennes, que nous puissions humecter cette grosse farine mise dans notre bouche. C'est dire donc l'intérêt pour le Mali, le retour du Mali sur la scène internationale, consacré de facto. Et nous avons à Paris dit très clairement notre position sur ce qui devient l'affaire de Kidal. Très clairement, le Mali, pays souverain, membre d'une organisation dont la charte indique à souhait qu'elle est une organisation de pays souverains, égaux en droit, qu'il n'est plus admissible que nous ayons comme interlocuteur un groupe armé. Cela est très clair. Je l'ai dit à New York, je l'ai dit à Paris, je l'ai redit à Paris. La différence, c'est que cette fois-ci, je crois avoir été très bien compris par l'ensemble de ceux qui participaient au sommet de l'Élysée et qui tous reconnaissent la parfaite clarté et le droit du Mali en la matière. J'ai interpellé amicalement Ban Ki-moon. Monsieur Ban Ki-moon, vous êtes à la tête d'une organisation dont les éléments de base sont les suivants. J'interpelle. Pourquoi le Mali devrait être la seule nation libre du monde, le seul État souverain du monde, à être dans la contrainte de discuter presque d'égal à égal avec un groupe armé. Cela n'est pas admissible, cela n'est pas tolérable et je ne le tolérerai pas au nom de mon pays. Mon pays m'a fait confiance pour le dire au monde, avec clarté, avec honneur, avec dignité. Et je le ferai, où que j'aille, quel que soit l'interlocuteur. Je crois donc que nous sommes bien compris de cette question-là. Nous avons poursuivi par la Belgique. Là également, le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, nous a accueillis avec amitié, avec compréhension. Et je crois que le message identique a eu l'heure d'être compris. Le Parlement européen, devant lequel, vous le savez, c'est un honneur ainsi pour un chef d'État d'avoir à s'exprimer devant les peuples européens en plénière. Nous avons eu cet honneur ainsi et ce grand privilège et nous voulons ici remercier le Parlement européen, son président M. Schulz, pour ce qui a été fait comme considération, comme estime pour le Mali, au Mali. Nous avons également là rencontré une grande estime. En réunion restreinte des présidents de groupes et de commissions, nous avons redit notre dédicace à porter le rôle du message du Mali, à dire la vérité sur ce qui se passe au Mali, sur ce qui s'est passé au Mali. Bien sûr, nous avons une forte responsabilité dans tout cela. Nous avons laissé finalement prospérer des contre-vérités sur le Mali, n'ont pas su communiquer, n'ont pas su dire le Mali.
il fallait dire le Mali. Dès d'abord, nous eussions été compris. Ce n'est pas par gloriole que je le dis, je le déplore. Trop de choses se sont ancrées au long du temps, au long des mois, dont certains ont profité pour dire n'importe quoi, et se poser en posture d'égal du Mali. Quelle prétention! Nous avons dit le Mali, là aussi, en séance plénière du Parlement européen. J'ai dit là aussi la vanité de cette prétention à vouloir respirer à la même hauteur que le Mali. Il n'en est pas question, il n'en sera pas question. Le Parlement européen, donc, aussi bien en plénière que dans cette rencontre avec les présidents, nous pensons avoir été compris et, Inch'Allah, nous serons accompagnés. Madame Eva Joly et ses collègues parlementaires qui ont eu cette séance que j'ai ouverte, et laissé ensuite le soin au ministre qui m'accompagnait, notamment le ministre Soumaïl Boubeye Maïga, le ministre Cheikh Oumar Diarra, Madame le ministre Madame Boiré Félicito. Je pense que ce qui devait être dit en détail, en accompagnement, l'a été également aussi, sans embâche. De sorte de cela, avec l'Europe aujourd'hui, un accompagnement réel, solide, sur base de vérité. Et je voudrais dire également aussi que j'ai tenu à remercier l'Europe pour ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait. Surtout pour l'EUTM, European Union Training Mission, qui est en service au Mali et qui a fait du bon travail. 3 bataillons ont été déjà formés, le plus connu, le premier Waraba, le dernier en formation Sigui, vont dans le bon sens. Et nous avons souhaité la poursuite. Cela nous a été accordé pour 2 ans. Et de Bruxelles, nous avons été en Allemagne, où Mme Merkel, Angela Merkel, nous a fait le meilleur accueil. Monsieur le Président, nous sommes en phase, et c'est vrai. Nous fûmes en phase absolue. L'Allemagne, outre 100 millions de dollars d'appui à notre pays, pour que nous voyions nous-mêmes les projets qui nous tiennent à cœur, bien entendu, nous insister là aussi sur l'EUTM à reconduire, et nous avons insisté, outre le volet financier, sur l'équipement nécessaire aux hommes qui seront formés. Les bataillons qui vont être formés doivent être équipés, assurés. Il en a convenu, et je crois que là aussi, nous avons désormais une alliée solide en elle. Au total, je crois que cette tournée européenne aura été utile pour notre pays. Nous avons là sémé des graines qui ne manqueront pas de fructifier pour le seul bénéfice du Mali. Nous l'avons dit, le Mali d'abord. Et l'ouverture, la considération, la compréhension dont nos différents interlocuteurs ont fait montre à notre endroit est un gage, un bon signe pour l'avenir. Et je pense que à vous maintenant de relayer au peuple malien le contenu exact de ce qui aura été réussi au long de cette tournée. Le président de la République, hier soir, à son retour d'un périple qui l'a conduit en France, en Belgique et en Allemagne. À l'invitation de Zebi Ould Sidi Mohamed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le prince Yad bin Hamid Madani, le nouveau secrétaire général de l'OCI, effectue à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au dimanche 15 décembre
une visite officielle d'amitié et de travail dans un autre pays. Durant son séjour, le prince Yad bin Amin Madani sera reçu en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le premier ministre chef du gouvernement. Il aura aussi une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le tout nouveau secrétaire général de l'OCI aura également des entretiens avec les ministres en charge de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur, de la culture et le président du Haut Conseil islamique. Plus que jamais engagé dans son développement, le Mali vient de signer respectivement 2 conventions avec le Royaume du Danemark et le Conseil fédéral suisse. Les conventions sont estimées à plus de 42 milliards de francs CFA. Ces fonds visent à contribuer au développement socio-économique de notre pays à travers l'exécution de 4 programmes. Agali Agissa. À travers cette convention, le Royaume du Danemark met la somme de 26 milliards 399 millions de francs CFA à la disposition du gouvernement malien. Un fonds qui vise à mettre en œuvre le programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi sur une période de 5 ans, soit de 2013 à 2018. Le programme est axé sur 3 composantes. La première composante tourne autour du renforcement de la compétitivité des acteurs du secteur privé malien dans un environnement favorable. La deuxième composante tourne autour du développement des infrastructures économiques pour promouvoir la production et l'accès au marché. La troisième composante consiste dans une contribution à la compétitivité des secteurs économiques par une formation professionnelle axée sur l'emploi. Pour la période 2008-2018, le soutien danois direct au secteur privé et aux infrastructures productives est estimé à plus de 55 milliards de francs CFA selon l'ambassadeur. La deuxième convention signée entre le Mali et la Suisse vient renforcer la coopération entre les 2 pays. Elle porte sur une enveloppe non remboursable d'un montant de 16 milliards 224 millions 418 000 francs CFA. Les programmes qu'on propose agissent sur tout le territoire. L'autre point important des accords qu'on signe aujourd'hui, c'est le programme de coopération avec le Conseil régional de Sikasso. C'est un soutien marquant vraiment de la coopération suisse à la décentralisation. On reviendra encore au cours de 2014 pour la signature d'autres accords. Ces appuis financiers perceptibles et non moins importants dans le développement du pays sont salués par le gouvernement malien. Les accords que nous venons de signer participe au renforcement de la chaîne de solidarité fructueuse qui existe entre le Mali et ses 2 partenaires, le Danemark et la Suisse. Auparavant, le ministre avait fait observer une minute de silence à la mémoire de Toumani Keïta, secrétaire comptable du consulat du Mali en Libye, décédé avec son épouse et son garçon à Tripoli. Autre titre phare de ce journal, le Mali et la Banque mondiale célèbrent cette année les 50 ans de leur coopération. C'est en 1963 que notre pays a adhéré à cette institution financière. De cette date à nos jours, la Banque mondiale a investi plus de 1700 milliards de francs CFA dans divers secteurs de développement. Les 2 parties se sont donc retrouvées aujourd'hui pour faire le point de cette coopération et se projeter dans le futur. Reportage signé Bourama Traoré. 1963-2013, cela fait exactement 50 ans que le Mali et la Banque mondiale sont ensemble. 50 ans de coopération dynamique, sérieuse et surtout constante. En effet, cette institution financière mondiale n'a jamais suspendu sa coopération avec le Mali, malgré les crises politiques comme celle de mars 2012. À entendre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, les mots ne suffisent plus pour magnifier cette coopération bilatérale. Mon souhait personnel, c'est de faire en sorte que dans quelques années, que le Mali puisse oublier la pauvreté et que par conséquent ne puisse pas utiliser la Banque mondiale comme un instrument qui l'aide à lutter contre la pauvreté, mais qu'il aide la Banque mondiale
comme un instrument qui aide d'autres pays à lutter contre la pauvreté. C'est comme ça que je jugerai notre succès. C'est en 1966 que la Banque mondiale a signé son premier accord avec le Mali relatif au chemin de fer Bamako-Dakar. Depuis cette date, c'est une batterie de projets et programmes qui a été mise en œuvre au Mali. À ce jour, on en dénombre une vingtaine qui touchent tous les secteurs de développement, éducation, santé, agriculture et transport. La liste est longue et le montant investi est énorme. Plus de 1000 milliards de francs CFA en 50 ans de coopération. C'est plus de 3 milliards 250 millions de dollars américains que nous avons investis au Mali. Ça fait plus de 1750 milliards de francs CFA. C'est énormément de ressources. Du côté du gouvernement, ces petits mots mais lourds de sens. Merci à la Banque mondiale. Une reconnaissance des autorités maliennes envers une institution financière qui a véritablement contribué au développement socio-économique du pays. Cependant, certains défis existent auxquels il faut apporter des solutions. L'ambition, c'est d'abord de réhabiliter nos institutions régaliennes, de leur donner force et vigueur pour qu'ils servent de socle et de soubassement à la stratégie de croissance accélérée que nous devons mettre en place. Donc, deuxième défi et deuxième aspect, c'est d'aménager une économie de croissance accélérée, une croissance accélérée qui soit inclusive, qui soit partagée et équilibrée. Comme disait l'autre, quand une coopération se porte bien, elle se ressent de part et d'autre sans que les mots ne soient nécessaires. Environ 105 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la nouvelle centrale hydroélectrique de Felou. Felou, c'est dans la région de Caille. L'infrastructure qui fonctionne à partir de 3 groupes injectera 60 mégawatts dans le réseau de Manantali. Cet ouvrage de seconde génération fait partie du programme de développement des infrastructures hydroélectriques de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nos envoyés spéciaux à Felou, Mamari Koné et Sidi Modibo Dambélé. La centrale hydroélectrique de Felou est située sur le cours principal du fleuve Sénégal à 15 km au sud-ouest de la ville de Caillan. Elle a pour vocation la valorisation des ressources énergétiques du bassin du fleuve Sénégal. À ce titre, elle va produire l'électricité en vue d'améliorer les conditions de vie des populations des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il est réalisé à la place, à peu près, à la place de l'ancienne unité qui était là. Une centrale hydroélectrique qui est la première centrale hydroélectrique de l'Afrique de l'Ouest qui a été construite par les colons entre 1927 et 1928, qui ne produisait pas beaucoup d'énergie, enfin aujourd'hui, mais à l'époque c'était certainement très très important. L'organisation a imaginé de faire une grande centrale, 100 fois plus importante en termes de puissance, donc qui va produire 60 mégawatts et qui va permettre de distribuer une énergie entre 320 et 350 gigawattheures annuels. L'aménagement des Felou comprend un seuil, un ouvrage de tête, un canal d'amener, une usine, un poste de départ et une ligne de transport de l'électricité vers Manantali. Nous sommes heureux que ceci soit terminé, puisqu'elle permet, à partir d'une ligne de 225 kV, pour injecter donc l'énergie qui est produite ici, à partir de l'eau, dans le réseau de l'ENVS, général de l'ENVS, donc pour alimenter les 3 pays actuellement connectés, qui sont le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Le coût de l'aménagement s'élève à environ 105 milliards de francs CFA, financés conjointement par l'Association internationale pour le développement IDA, la Banque européenne d'investissement BEI et les gouvernements du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. Dans le cadre de la réalisation de ces projets, les villages de Lontou et Bangassi vont bénéficier de la réhabilitation et de l'équipement de leur centre de santé. Une nouvelle mosquée sera également mise à la disposition de la communauté musulmane. Le village de Médine bénéficie déjà d'une adduction d'eau. Un autre effet positif de l'implantation du barrage, c'est que qui parle d'avènement d'électricité parle aussi d'avènement des entreprises, des investisseurs qui viennent en la faveur du courant s'implanter pour produire. Et tous ceux-ci sont de nature à propulser le développement économique de la commune, à donner de l'emploi aux citoyens de la commune et à changer carrément même le cadre de vie de la commune.
La réalisation de la centrale de Felou s'inscrit dans le cadre du programme de développement des infrastructures hydroélectriques de l'OMVS, un programme qui prévoit un certain nombre d'aménagements à moyen et long terme. Ceci pour accroître davantage la maîtrise et l'exploitation rationnelle des eaux du fleuve. Cette exploitation, il faut le rappeler, concerne les secteurs de l'agriculture, l'énergie et la navigation sur le fleuve. L'inauguration de la nouvelle centrale hydroélectrique de Felou aura lieu mardi prochain en présence des chefs d'État des pays membres, de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Quel rôle pour les acteurs socio-professionnels pour des élections inclusives et apaisées dans notre pays? La question est au centre d'un atelier de sensibilisation qui se tient depuis ce matin au gouvernorat du district de Bamako, initié par le ministère de l'administration territoriale en collaboration avec le PNUD et le réseau APEM et le PAPEM. L'atelier vise à outiller les acteurs socio-professionnels dans l'accomplissement de leurs devoirs citoyens. Nando Dambélé était présent. Cet atelier se tient une semaine après celui organisé à l'intention de la jeunesse militante des partis politiques. Il revêt une importance capitale et pour cause. Il s'agit pour les organisateurs de s'évertuer à relever d'une part le taux de participation et d'autre part conduire à un processus électoral inclusif et apaisé. En vue d'accompagner et de renforcer le processus électoral au Mali, le réseau APEM s'est assigné des tâches visant à cultiver la démocratie, à promouvoir un climat politique apaisé, à renforcer la capacité des acteurs de la classe politique, ainsi qu'à susciter un bon déroulement des élections. Cette vision du réseau APEM est sans doute largement partagée par le ministère de l'administration territoriale, la délégation générale aux élections et leurs partenaires, lesquels n'ont jamais cessé d'œuvrer à consolider la démocratie au Mali par l'organisation de scrutins libres, crédibles, transparents et équitables. Le PNUD consacre la plus grosse partie de ses ressources, environ 1,5 milliard de dollars par an, à faire en sorte que la gouvernance démocratique produise des résultats probants au bénéfice des populations à travers le monde. L'atelier qui se tient à un peu moins de 48 heures du deuxième tour des législatives 2013 arrive à point nommé car le défi à relever reste celui de la participation massive. C'est l'occasion pour moi d'exprimer une fois encore la gratitude du peuple malien à l'endroit des partenaires techniques et financiers à travers le programme des Nations Unies pour le développement pour l'accompagnement multiforme dans l'organisation de ces élections de sortie de crise. Les acteurs socio-professionnels, relais sûrs et actifs avec les populations, sont ainsi outillés des instruments juridiques nécessaires pour être situés sur les enjeux des élections ainsi que sur leurs responsabilités. La transition, elle est toute trouvée pour ouvrir la page élection de ce journal. La campagne électorale pour le deuxième tour des législatives du 15 décembre prochain prend fin aujourd'hui à minuit. Dans un message, le président de la CENI appelle tous les acteurs au respect des dispositions légales relatives à la fin de la campagne. Le président de la CENI au micro de Lamine Keita. Mesdames et messieurs les candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Par arrêt numéro 2013-11 CCEL du 7 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats du premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Au nom de la Commission électorale nationale indépendante, j'adresse mes vives félicitations aux candidats élus au premier tour. Je félicite également les candidats perdants pour avoir démocratiquement accepté leur défaite. Mesdames et messieurs, les candidats en lice pour le scrutin du 15 décembre 2013. La campagne électorale pour ce scrutin prend fin ce vendredi 13 décembre 2013 à minuit. Je compte sur vous pour le respect des dispositions légales relatives à la fin de la campagne ainsi qu'au jour du scrutin. Aux multiples défis de l'organisation d'une élection apaisée,
inclusive et transparente, pour le relèvement desquelles nous travaillons depuis, celui du taux de participation est aujourd'hui d'une grande importance. Pour que le scrutin du dimanche parachève le retour à l'ordre constitutionnel avec la mise en place d'une Assemblée nationale réellement représentative du peuple malien. C'est pourquoi je me permets de lancer un appel aux électrices et aux électeurs pour un vote massif le dimanche dans le calme. Mesdames et messieurs les candidats, je vous souhaite bonne chance. Que Dieu bénisse le Mali. Le réseau des historiens géographes du Mali, à son tour, invite tous les acteurs du processus électoral, l'ensemble de la classe politique, les leaders communautaires et religieux, la société civile et les candidats à s'engager résolument pour maintenir un climat de paix lors du second tour des élections législatives de dimanche prochain. Le réseau, tout en saluant la maturité du peuple malien et les efforts de la communauté internationale, invite le gouvernement à garantir le droit de vote à chaque citoyen malien sur toute l'étendue du territoire national et en toute sécurité. L'Alliance, le Rassemblement pour le Mali et la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, a tenu hier après-midi dans le pavillon des sports du stade Modibo Keïta son meeting pour le deuxième tour des élections législatives. Il s'agissait au cours de ce meeting de mettre les bouchées doubles pour obtenir le maximum de voix pour remporter ces législatives de dimanche prochain. Reportage Abdrahman Meiga. À quelques jours des élections législatives, rien n'est encore joué pour les candidats en commune 2. Voilà tout le sens de ce meeting organisé par la coalition RPM, Rassemblement pour le Mali et la CODEM, Convergence pour le développement du Mali. Les représentants de ces deux partis en lice au second tour veulent mettre les bouchées doubles pour une plus grande mobilisation des militants à la base. Au cours de ces meetings, il a été question d'amélioration du taux de participation et la réduction du nombre de bulletins nuls. Camarades jeunes, aujourd'hui comme jadis, la tâche ardue d'écrire l'histoire d'une nation appartient à sa jeunesse. Pour le Mali, nous construisons le présent et l'avenir. Nous y parviendrons en sachant raison garder que le président que nous avons plébiscité a fait le pari de la jeunesse. Alors, il lui faut une assise parlementaire. Si au premier tour, l'Alliance RPM-CODEM a obtenu, selon le secrétaire général de l'Union des jeunes du RPM, en commune un taux de 44%, ce dernier doit être le moment idéal pour changer les choses. Et cela passe forcément par les urnes. Camarades jeunes, chers frères et sœurs, cette victoire est à portée de main. Je vous l'assure, je vous sais capable de remporter sans embâche l'ultime bataille. Surtout que nous sommes désormais à la gaillardie, requinqués et renforcés par l'arrivée de nos alliés. Le porte-parole des candidats Karim Keïta a invité les électeurs à sortir massivement le dimanche et à voter la liste RPM-CODEM. Il est à rappeler que la liste RPM-CODEM est composée de Karim Keïta et de Mamadou Doumbia au compte du Rassemblement pour le Mali et de Hadi Nyangadou, candidat de la Convergence pour le développement du Mali. Un rendez-vous est donc pris pour le 15 décembre prochain. Dans le cadre du second tour des législatives, toujours le candidat Mohamed Kimbiri de la liste Adema Séni de RJP de la commune 5 du district de Bamako a animé un meeting, c'était au terrain de football de Badalabougou. Le candidat de l'Alliance Mohamed Kimbiri a promis de se battre pour voter des lois visant le bien-être des populations. Moussa Fani, compte rendu. Les habitants de la commune 5 du district de Bamako ont pu apprécier ce jeudi le projet de société du candidat de la liste de l'Alliance Adema, Sénid et RJP, Mohamed Kimbiri. Au nom des trois postulants, M. Kimbiri a sollicité la confiance de la population de la commune pour permettre à l'Alliance de siéger à l'Assemblée nationale pour 5 ans. Je pense que la population ne serait pas déçue parce que je serai élu à partir vraiment d'un programme bien déterminé. Donc mon objectif, vraiment, c'est d'accomplir vraiment ce programme, d'exécuter le programme convenablement. Je ferai tout afin qu'au niveau de l'Assemblée nationale,
toutes les lois qui seront votées, ces lois seront en conformité avec les valeurs sociétales, normatives et religieuses. Ça fait partie de mon programme. J'ai plusieurs volets, mais je me limite à ça pour le moment. Les candidats ont invité toute la population de la commune 5 à sortir massivement pour voter au deuxième tour des élections législatives du 15 décembre prochain. Selon lui, le développement de tout pays passe par une assemblée capable de suivre les actions gouvernementales. Ce que j'ai à lancer comme message aux populations de la commune 5, c'est de sortir massivement, aller voter massivement la liste Kimbiri, afin que vraiment je puisse être leur représentant dans l'hémicycle. Je respecte vraiment mes adversaires politiques, mais j'ai confiance vraiment à mon électorat. Inch'Allah, nous ne serons pas déçus. Que ces élections se passent vraiment dans la tranquillité, dans la transparence, et que ces élections se passent bien. Il faut souligner que l'Alliance Adema-Sinid RJP est au second tour avec comme concurrente l'Alliance RPM ADP Malba. 20 observateurs de l'Union européenne supplémentaires arrivés le 11 décembre à Bamako ont été déployés ce matin même dans les régions du Mali. Pour ce second tour, la mission d'observation électorale disposera d'environ 90 observateurs dans les bureaux de vote, a précisé Maria Espinosa, chef de la mission d'observation. Elle est adjointe donc de la mission d'observation de l'Union européenne. Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinacodem, mobilise ses militants pour une participation massive au deuxième tour des législatives de dimanche prochain. Le syndicat a organisé à cet effet une assemblée générale, c'était avec l'appui technique d'Oxfam et ses partenaires. Batraoré. Les responsables du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinacodem, par l'organisation de cette assemblée générale, entendent remobiliser les militants pour relever le taux de participation pour ce deuxième tour des législatives. Selon eux, le vote, longtemps méprisé par beaucoup de personnes, est un acte citoyen. Très souvent, dans le milieu commerçant, on se dit que la politique, ce n'est pas fait pour nous. Alors que si on regarde réellement les choses en face, on constate que toutes les lois qui sont votées ont une incidence sur nos activités. Donc il est normal que nous nous impliquions dans le choix des hommes et des femmes qui doivent voter ces lois. Mobilisés depuis les détours de l'élection présidentielle de 2013, les commerçants détaillants entendent doubler d'efforts pour consolider davantage la démocratie malienne. Lors du premier tour des législatives, le taux est resté assez bas. Donc nous nous sommes dit qu'il faut que nous venions sur le terrain pour inviter nos membres, nos sympathisants à vraiment participer lors du deuxième tour qui se tiendra le dimanche prochain. Nous n'avions pas de consigne de vote au profit d'un quelconque candidat. Le Sinacodem et ses partenaires veulent maintenir cet élan de sensibilisation pour un vote massif lors des prochaines élections municipales. À quelques heures du deuxième tour des élections législatives, l'ONG Greffa et ses partenaires, à savoir l'aide de l'Église norvégienne, ONU Femmes, le réseau des femmes élues et leaders de la direction régionale de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant de Gao, se mobilisent et plaident pour la cause des femmes. Gao, nous retrouvons Aïssata Saliou Meiga. La potentialité numérique des femmes au sein de la population malienne fait d'elles des géantes du processus électoral. Si le nombre des femmes élues a augmenté au niveau des instances de prise de décision de 1997 à 2009, c'est grâce à leur engagement et à celui de leurs alliés. Mais malgré tout, la force décisionnelle de la femme reste faible par rapport à celle de l'homme. À l'analyse, plusieurs facteurs expliquent cela. Une inégalité de situation et de position dans la famille et dans la société qui limite ses capacités et entrave sa participation. La jouissance des droits et exercice des devoirs différenciés pour l'homme et pour la femme au sein de la communauté, malgré l'égalité des droits établis par la Constitution malienne. Une constitution qui prend cet aspect dans son préambule. Il est proclamé la détermination de l'État à assurer les mêmes droits aux citoyens
des deux sexes, sans discrimination aucune. Pour réduire la disparité hommes et femmes en matière d'accès aux postes clés, les femmes de la cité des Esquias doivent s'impliquer dans les activités électorales. L'élan démocratique au Mali fait ressortir la mobilisation et la détermination de plus en plus forte des femmes pour l'amélioration de l'état de la gouvernance. En attendant le deuxième tour des élections législatives prévues pour ce dimanche 15 décembre, les participants à cette rencontre ont eu plusieurs communications qui leur serviront le jour du scrutin. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats Asma CFP, Yelema, RPC et CODEM. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mahaman Babi, a effectué du 9 au 12 décembre dernier une visite de travail à Tunis. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation du Premier ministre au premier forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation. Ce forum, organisé par la Banque mondiale, l'ADA, l'Intel, l'UNESCO et l'OIF, s'est déroulé sous forme de panel et a regroupé plusieurs ministres africains et de nombreux experts. Parallèlement au forum, le ministre Mahaman Babi a eu des entretiens avec son homologue tunisien. Les deux ministres ont passé en revue les axes de coopération entre les deux ministères et ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de coopération et d'une convention spécifique sur la formation professionnelle et l'emploi jeune. Une convention spécifique sera signée entre l'APEJ et l'ANETI dans le domaine du travail indépendant. À la demande de la partie malienne, la Tunisie a accepté de porter le nombre de bourses octroyées de 15 à 30. Pour renforcer le dispositif de l'offre de formation professionnelle, la Tunisie a décidé d'accompagner le Mali pour la construction de 2 centres de formation professionnelle à Tombouctou, notamment en faveur des femmes. Une convention spécifique sera signée à cet effet entre les deux ministères. Enfin, le ministre Mahaman Babi a mis à profit son séjour pour visiter les centres sectoriels et multifonctionnels de Tunisie. 40 logements sociaux pour 40 ménages de Koutchala. La remise des clés des 40 logements a eu lieu hier. L'événement était présidé par le ministre du Logement, Mohamed Diarra, en présence de plusieurs personnalités de la ville. Le reportage depuis la capitale de l'Or Blanc de Sékou Konaté. Situé dans le quartier de Koko, non loin de la route de San, ce deuxième lot des logements sociaux de Koutchala est composé de 40 logements de type F3 Bétol. La cérémonie de remise des clés a donné lieu ce jeudi matin à une forte mobilisation des populations de la capitale de l'Or Blanc. Moment de joie, mais aussi d'émotion pour les bénéficiaires. En recevant ces clés, nous sommes affranchis des locations combien difficiles. En initiant la présente politique, le gouvernement de la République du Mali a apporté ainsi une réponse à un besoin essentiel des populations, à savoir la quête d'un chez-soi dans un cadre sain. L'opération a coûté la somme globale de 536 763 830 francs CFA hors taxes, dont seulement 61% sont à rembourser par les heureux bénéficiaires. Et le président de la commission d'attribution, Kari Sogoba, de restituer les résultats des travaux qui n'auront pas été les plus faciles, avec 90 dossiers pour 40 logements, ce qui appelle à la poursuite du programme. Une poursuite qui sera fondée sur les innovations dans le financement. D'où la nécessité de trouver des systèmes innovants qui sont capables de nous permettre la production de logements en masse, mais également à des coûts maîtrisés, à des coûts abordables et de façon durable. Le maire de la commune urbaine de Koutchala saluera l'initiative, tout en donnant des assurances quant au respect des échéances. La découverte de la stèle et la visite de certains logements au son du balafon de Moulibalé Keïta ont bouclé la cérémonie de remise des clés des logements sociaux de Koutchala. Les travaux de la 4e session de la Cour d'assises se sont achevés à Bamako. Plus de 80 affaires étaient inscrites au rôle sur lesquelles 76 dossiers ont été jugés et 4 renvoyés à la prochaine session. Retour sur les conclusions de la 4e session de ces cours d'assises avec notre reporter Bourama Traoré.
Rideau sur la 4e et dernière session de la Cour d'assises de l'année 2013. Ouverte le 25 novembre dernier, la session a duré une vingtaine de jours. Ce dernier rendez-vous de la famille judiciaire avait bien une particularité, celle de la prédominance des infractions contre les mœurs. À celle-ci s'ajoutent les crimes de sang. Au terme de l'exercice, le bilan est sans conteste positif. Plus d'une centaine d'affaires ont été jugées sur les 80 inscrites au rôle. Nous bouclons cette 4e session des assises avec 67 dossiers qui ont été jugés. 4 renvoyés à la prochaine session. Il y a eu en tout 28 condamnations à l'emprisonnement ferme. 16 condamnations qui ont été assorties de sursis. 14 réclusions à temps. 3 peines de mort. 17 acquittements. Au plan pécuniaire, nous allons détenir que vous avez au total prononcé une peine d'amende de 2 400 000 francs CFA. Des dommages et intérêts alloués d'un montant de 6 866 000 francs CFA et des remboursements d'un montant de plus de 12 millions de francs CFA. Et Daniel Tessougué d'exhorter la justice malienne à plus de transparence et de respect de la déontologie. Quant au premier président de la Cour d'appel de Bamako, il met l'accent sur certains dysfonctionnements qui entravent le bon déroulement des différentes sessions. Pour que les travaux de la Cour ne soient pas entravés, il faut, avant la saisine de celle-ci, qu'il y ait une saine application des règles de l'instruction. Mais malheureusement, nous constatons une fois de plus que la chaîne d'investigation continue à nous transmettre des dossiers dont le contenu est insuffisant. À titre d'exemple, je cite les cas d'absence de l'acte de naissance en matière de minorité pénale et de pédophilie, ainsi que la non-production au dossier du certificat médical ou de décès de la victime en cas de crime de sang. Il convient donc de corriger ces insuffisances pour permettre à la Cour d'assises d'atteindre 90% de ses objectifs, à savoir le jugement des 400 dossiers criminels en 4 sessions. Le collectif Ne touche pas à mon droit a organisé une conférence de presse à la Bourse de Travail. L'objectif était d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'avancée du dossier des 263 jeunes radiés de la fonction publique. Le président du collectif, qu'on voit sur ces images, a expliqué les raisons du blocage du dossier aux journalistes. Les responsables de l'Association des producteurs de coton africains, APROCA, et leurs partenaires sont en conclave depuis ce matin à Bamako. Venus du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et bien sûr du Mali, les participants doivent mener durant la réflexion autour du projet de développement du coton en Afrique de l'Ouest et du Centre, et cela sur financement de l'Agence française de développement. Compte rendu Nando Dambélé. Cette rencontre de Bamako entre dans le cadre de la 2e réunion du comité d'orientation et de suivi du projet de développement du coton équitable et bioéquitable en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif primordial est de réfléchir ensemble sur les voies et moyens pour une meilleure mise en œuvre du projet. Nous sommes aujourd'hui presque au moment de ce que nous appelons un peu dans notre jargon AFD, à la date limite de validité des fonds du projet. Mais je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que cette date limite de validité des fonds puisse être repoussée à un minimum de 3 années supplémentaires encore. Pendant ces 2 jours, la recherche sera au cœur de nos travaux de réflexion. Comment peut-elle nous accompagner à relever les nombreuses contraintes auxquelles la production cotonnière, c'est-à-dire la faiblesse des rendements au champ. Ainsi, le président de l'APROCA invite tous les acteurs à s'investir davantage pour que le projet prenne un nouvel envol. Rappelons que le projet de développement du coton équitable et bioéquitable couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. L'hôpital de Kati a tenu hier la 34e session de son conseil d'administration. Bilan des activités 2013 et les perspectives 2014 sont entre autres les points saillants de cette session suivie par Fatoumata Kone. La crise sécuritaire a sérieusement affecté l'hôpital de Kati sur tous les plans, y compris le plan financier. L'hôpital de Kati est situé en plein cœur d'un camp militaire, celui de Kati. 2012 a sérieusement affecté
l'hôpital, dans le domaine de la mobilité des malades, mais aussi dans le domaine des ressources financières. Nous pensons aujourd'hui que ça, c'est un triste souvenir que nous sommes prêts à oublier. Avec un budget prévisionnaire de 1,8 milliard de francs CFA, l'hôpital de Kati s'est fixé des objectifs spécifiques pour 2014. Parmi les activités prévues, l'amélioration des conditions médico-sociales des patients. Le budget de 2014 s'élève à 1,790 117 650. En perspective, il y aura beaucoup de formations, donc il nous faut obligatoirement une pédiatrie. On a déjà un pédiatre, bon, on a des gynécologues sur place, des sages-femmes qui travaillent, hein, qui mènent des activités, mais le bâtiment lui-même n'est pas ouvert. Donc il y a une réhabilitation aussi de la mort en 2014. Située en plein cœur de Kati, la structure est devenue en 2003 un établissement à caractère public hospitalier EPH. L'hôpital de Kati a une capacité de 153 lits. Environ 1,5 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2013 du Centre national des ressources de l'éducation non formelle. C'est ce qui ressort de la 5e session du conseil d'administration de cette structure. Fademba Keita. Cette 5e session du conseil d'administration du Centre national des ressources de l'éducation non formelle se tient après une campagne marquée par des difficultés de livraison des services de l'éducation sur toute l'étendue du territoire. Une situation qui s'explique par la crise socio-sécuritaire et institutionnelle qu'a connue le pays lors de la précédente campagne. C'est pourquoi sur la table des membres du Conseil figure entre autres la présentation de l'état financier, le bilan des activités menées et l'analyse des différents rapports. Nous avons toujours conçu nos campagnes en fonction des préoccupations de notre public cible. Et ce public cible provient très souvent du monde rural, d'où nous prenons quand même en considération le calendrier agricole. Conformément au Forum mondial sur l'éducation tenu à Dakar en 2000, les autorités maliennes s'engagent à la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous. Les plus hautes autorités ont pris des mesures pour mettre en œuvre la politique de l'éducation non formelle, à travers notamment la majoration de la part du budget de l'éducation alloué à l'éducation non formelle, en la portant à 3%. Dans le souci de faciliter l'accès de l'éducation à un plus grand nombre, le ministère de l'Éducation envisage de doter le sous-secteur non formel de toutes les ressources nécessaires. Il s'agit entre autres de porter le nombre de personnes adultes à alphabétiser annuellement à 235 000 contre 95 000. Le nombre d'animatrices et d'animateurs à former par an passe de 3 150 à 7 700. Désormais, les manuscrits de Djenné sont disponibles dans les archives du Mali. Ce patrimoine culturel de notre pays a été confectionné en disque dur grâce à la Grande-Bretagne dans le cadre du partenariat des archives en danger. Le disque dur a été remis à la Direction nationale des archives et contient 150 000 images, nous dit Aldjouma Atina. Un disque dur contenant une collection numérisée des manuscrits de Djenné vient d'être mis à la disposition des archives du Mali. Contenant 150 000 images, l'outil est collecté auprès de 65 familles de Djenné. On y retrouve des documents précieux datant du XVe siècle qui permettent d'acquérir des connaissances sur la grammaire, l'histoire, entre autres. La conception du disque dur est le fruit du partenariat Mali-Union européenne, établi en 2006-2007 et qui a abouti à la construction d'une bibliothèque des manuscrits à Djenné par la Grande-Bretagne. J'étais en Angleterre où il y avait une conférence à la British Library sur quelque chose qui s'appelle Endangered Archives Program. Alors ça veut dire les archives en danger. Et je suis allée, je leur ai parlé de la bibliothèque de manuscrits de Djenné. Il nous a suggéré de mettre une proposition pour un projet. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Un tel acte permet de sauvegarder notre patrimoine culturel, source d'inspiration. Les manuscrits, c'est aussi la science, la médecine, l'astronomie. Il y a même des traités sur la gouvernance, la corruption. Donc, c'est des savoir-faire importants qui sont contenus dans ce patrimoine écrit, dans une société où l'oralité est l'élément jusque-là fondamental de transmission de savoir. La bibliothèque de Djenné compte actuellement plus de 4000 manuscrits
Et cette restitution à la Direction nationale des archives permettra de préserver davantage cette immense richesse, sérieusement affectée lors des événements récemment vécus par le pays. Nouvelle triste dans ce journal, Germain Dako s'est éteint mardi 10 décembre à l'âge de 75 ans à la clinique Balanzan de Ségou. Instituteur de formation, Germain Dako était speaker Beaumont à l'URTM Ségou. Ses obsèques ont eu lieu hier jeudi à la cathédrale de Ségou, honoré Tchenou. Enseignant hors pair et jusqu'à sa mort le mardi dernier, Germain Dako a servi à l'URTM Ségou comme speaker en langue Beaumont. Âgé de 75 ans, celui que les parents, amis et collaborateurs ont accompagné à sa dernière demeure était ancien directeur d'école, secrétaire général du bureau des personnes âgées. Né le 13 janvier 1938, Germain Dako était instituteur de formation. Sans se trahir, il a emprunté des chemins contrastes dans l'enseignement et a joué des rôles qui généralement s'excluent. Son savoir et son savoir-faire est reconnu par tous. Monsieur Germain est d'abord un grand frère à moi, grand frère d'âge, grand frère dans le cadre du métier, et il a marqué l'éducation au Mali. Monsieur Germain est un trésor pour l'éducation qui est partie aujourd'hui et on le regrette beaucoup. L'homme est parti avec sa culture. C'était un homme de culture. On a servi ensemble. Dans la proportion, il était impeccable. Sa culture-là, c'est ce que j'ai adopté chez lui. Il y repose désormais au cimetière de la cathédrale de Ségou en laissant derrière lui 2 veuves et 14 enfants inconsolables. Dors en paix, Papa Germain. Dors en paix, Papa Germain, que son âme repose en paix. Voilà, on vient de me signaler que le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et vous n'allez pas quitter vos positions d'écoute. Nous nous ferons le plaisir de revenir sur ce plateau pour lecture donc du communiqué du Conseil des ministres dès que nous serons en possession du communiqué. Avant cela, la commission électorale du district de Bamako invite tous les délégués de la CENI à se présenter à leur commission électorale communale respective pour le retrait des supports demain samedi 14 décembre à partir de 10 h. Tout délégué absent à ce rendez-vous est considéré comme démissionnaire et il sera procédé à son remplacement immédiat. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec le premier numéro de 3 débats consacrés au thème de la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble, vu cette fois-ci par les leaders communautaires en région de Gao. Un débat mené par Moussa Ari Meiga, élaboré en collaboration, réalisé en collaboration en marge du forum régional tenu du 30 au 1er décembre dernier, donc après ce journal. Voilà, je reviens donc sur cette information. Restez sur l'ERTM, le Conseil des ministres est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous nous ferons le plaisir de revenir sur ce même plateau pour vous faire partager à ce communiqué du Conseil des ministres. Excellente nuit à tous. Au revoir.